Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Daniel Goldberg, je vais animer cette rencontre de travail et de rendu d'expérience sur la thématique du logement ce matin. Alors on a une grosse heure puisqu'on doit s'arrêter à 11h20 pour rejoindre la plénière qui suivra dans les salles en haut. Vous dire que je suis très heureux, bien sûr, que vous soyez venus ce matin. On savait bien, en mettant une matinée comme ça, qu'un dimanche matin, voilà, il y aurait des difficultés pour chacun de se mobiliser, surtout pour celles et ceux qui... Par contre, on va peut-être laisser ouvert, monsieur, c'est parce que sinon... là, il y a des gens qui m'ont dit qu'elle allait venir. Oui, si vous pouvez. Merci. Et donc... voilà, je vous dis quand même du coup la suite de la matinée après notre atelier, comment cela va se passer. Donc on va arriver en plénière, vous allez avoir un certain nombre de points qui vont être mis dans la plénière, et notamment il y a des jeunes qui ont circulé dans tous les ateliers, je ne sais pas si vous étiez présents hier, et qui vont faire leur rendu d'expérience aussi sur la manière dont les ateliers se sont déroulés et déroulés dans la journée. Je vous dis quand même, là, on vient de me dire qu'il y a eu 1500 personnes qui se sont inscrites, qui ont participé aux journées d'hier, je crois, plus 300 le vendredi, et donc plus tous ceux qui sont venus sans inscrire. Donc c'est vraiment une réussite. Et puis on aura aussi un certain nombre de messages qui seront donnés dans cette matinée. Voilà, donc ça c'est la conclusion de la journée de tout à l'heure. Un film, j'oubliais, il y a un film qui termine d'être monté aussi, de captation d'images de la journée. Mais là, pendant ce moment-là, je suis très heureux que Christian Chevet, qui est à mes côtés, ait accepté de participer à cette initiative, puisqu'on va parler donc logement et en particulier foncier solidaire. Et donc je vais le laisser intervenir, mais l'idée qui avait germé depuis plusieurs années en France, c'est de savoir comment faire avec ce qu'on appelle la crise du logement, pour permettre aux gens de se loger et à un prix qui n'est pas celui du marché complètement, et notamment dans les zones les plus urbanisées où le logement est cher. Et l'idée, c'est ce qu'on appelle la dissociation du foncier et du bâti. Je vais laisser Christian expliquer ça et montrer comment il le réalise bien plus que je vais le faire, mais c'est l'idée que l'on va aborder ce matin. Ce n'est pas toute la thématique du logement, c'est ce qu'on a appelé, et c'est ce qui se passe dans d'autres salles, des utopies concrètes, c'est-à-dire des choses dont on a parlé possiblement pendant des années, ou des choses qui se font à l'étranger, des bonnes pratiques qui se faisaient à l'étranger, puisque des expériences comme ça existaient avant, notamment dans les pays anglo-saxons, où ça s'appelle Community Land Trust. Et l'idée, c'est de faire que le foncier soit solidaire pour pouvoir se loger moins cher. Voilà. Et pour cela, faut-il encore qu'il y ait des organismes qui portent ça, et notamment ce qu'on a appelé des offices fonciers solidaires. Et Christian Chevet est à la tête de l'Office foncier solidaire d'Île-de-France, qui a été créé il y a peu de temps, 2017. Et il y en a plusieurs en France aujourd'hui. Je crois que le premier, c'était à Lille, puisque c'était beaucoup soutenu par celle qui était ma collègue en tant que parlementaire à l'époque aussi, Audrey Linkenheld, qui est maire adjointe de Lille, chargée de ces questions-là. Et puis ça essaime, j'allais dire, un peu partout en France, et j'allais dire au-delà de toute couleur politique, par ailleurs. Et donc c'est très intéressant de pouvoir développer cela. Christian, je te laisse la parole. Et merci encore. Merci, bonjour à tous. Donc c'est un sujet évidemment compliqué, complexe. Dès qu'on parle logement, il y a toujours beaucoup de techniques, de problèmes de financement, au-delà des problèmes sociaux et des problèmes qu'on connaît tous. C'est un produit rare, enfin, surtout sur les marchés tendus. Donc je vais essayer d'expliquer simplement ces mécanismes de dissociation du foncier et du bâti. Donc déjà, la loi nous a permis de créer ces OFS en 2017 finalement, puisque les décrets d'application sont parus en, je crois que c'est mai ou juin 2017, enfin dans ces eaux-là. Ou un tout petit peu avant. 2016, dans mon souvenir, non? Enfin oui, mais après il manquait toujours, voilà. Et donc nous, pour ce qui nous concerne, donc en Île-de-France,
On a créé, donc il faut solliciter quand on crée un organisme foncier solidaire l'agrément du préfet de région, puisque c'est le préfet de région qui donne l'agrément. On est quand même dans des organismes qui sont sous contrôle de la puissance publique. Et donc il y a à peu près 3 mois d'instruction de la part de la préfecture. Et donc nous, on a obtenu l'agrément en Île-de-France en octobre 2017. Et on était le 3e OFS constitué en France, le premier étant Lille, et le 2e était porté par une coopérative du Pays Basque qui s'appelle le COL, qui nous a grillé un petit peu, qui est passé juste avant nous. Mais enfin bon, c'était pas une course à être le premier. Ce qui est important, c'est que cette dissociation du foncier, en fait, les OFS sont créés pour créer ce qu'on appelle du bail réel solidaire, BRS, dans le jargon aujourd'hui des professionnels. Et donc, chacun s'est emparé un petit peu de ce nouvel outil, avec ses sensibilités, avec les particularités du territoire sur lequel on crée évidemment ces outils. Donc le premier créé, c'est Lille. Alors Lille, c'est une communauté d'agglos qui a une longue existence, qui est assez cohérent dans l'intercommunalité depuis toujours, comme Rennes d'ailleurs, qui a créé aussi un OFS peu de temps après. Et là, on a affaire à des offices, des organismes fonciers solidaires qui sont créés par des collectivités locales. Pour le cas de Lille et de Rennes. Et on est sur un modèle un petit peu différent de celui que moi je vais vous présenter, qui est celui d'Île-de-France, puisque là, les fonciers sont apportés bien souvent par la collectivité locale, qui ont encore quelques réserves foncières pour certaines. Et donc, il y a une forte bonification des terrains apportés pour réaliser ces opérations par la collectivité locale et qui permet de ne vendre aux ménages donc, qui sont sur un projet d'accession à la propriété, en fait, qui n'achètent que le coût du bâti. Donc, on sait que ce qui fait le logement cher aujourd'hui, ce n'est pas tellement le coût du bâti, même si c'est cher, le coût du bâti. Ça augmente toujours beaucoup. Mais on sait qu'on arrive à produire aujourd'hui hors terrain. Je vais vous parler surtout de l'Île-de-France, parce que c'est le marché sur lequel on intervient. Mais en Île-de-France, en gros, si on vend que le bâti, ça coûte je vais donner une fourchette un peu large, entre 2008 et 3300 € le prix au mètre carré, construit, sans le terrain. Et vous avez des prix en Île-de-France, les prix de marché du foncier, qui démarrent. Alors, on arrive encore à trouver quelques produits à 3002, 3003, notamment sur des territoires où la collectivité aide. Je pense notamment à Plaine Commune, Ouest Ensemble, en Seine-Saint-Denis, où là, on arrive à trouver des produits d'accession à 3002, mais parce que la collectivité a fortement aidé sur le foncier. Et puis quand vous allez à Saint-Mandé, par exemple, proche couronne parisienne, ça touche le bois de Vincennes, on est quasiment à 10 000 €. Paris, on est à plus de 10 000 €. Et puis il y a une grande partie de la banlieue, enfin la première couronne, ce qu'on appelle la première couronne, donc ce qui touche vraiment Paris, où on est dans des fourchettes qui vont habituellement entre 5 et 10 000 €, quoi. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour un ménage moyen avec des revenus moyens, en Île-de-France, c'est devenu mission impossible quasiment d'acheter quand on habite cette première couronne, à moins d'avoir fait un héritage ou d'avoir gagné au loto. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'acheter à Saint-Mandé de toute façon, ou même à Paris évidemment, mais même dans des communes comme Kremlin-Bicêtre, Ivry-sur-Seine, Bagneux, Malakoff, enfin toute cette première couronne, Vincennes évidemment, Saint-Mandé, et c'est vrai qu'il fallait trouver des alternatives. Alors, nous, en Île-de-France, notre OFS a été créé par des coopératives HLM. Donc, c'est le mouvement coopératif, déjà, qui est en action. Disons que les coopératives HLM ont 2 caractéristiques. Déjà, ce sont des coopératives, avec une histoire qui démarre au début du siècle. Et puis, HLM, c'est-à-dire que on a des coopératives, c'est-à-dire qu'on est très attaché aux valeurs portées par le mouvement coopératif, donc solidarité, partage, une gouvernance plus citoyenne, on va dire, que des entreprises traditionnelles.
Et puis HLM, c'est-à-dire qu'on est là, on intervient dans une mission d'intérêt général, hein, tout ça sous la tutelle de l'autorité publique, bien sûr, pour produire du logement à destination de ménages sous plafond de ressources, hein, avec des prix qui sont encadrés, c'est-à-dire qu'on intervient dans le cadre d'une intervention très, très contrôlée, très bordée. Oui. Alors on le sait peu, effectivement, mais dans le mouvement HLM, il y a tous les gens qui sont locataires, c'est bien connu, mais il y a aussi, donc ça c'est le rôle des coopératives HLM, des dispositifs et donc des organismes qui permettent l'accession sociale à la propriété. C'est le but des coopératives HLM. Voilà, pour l'essentiel. Et donc ces coopératives faisaient ce qu'on appelle de l'accession sociale. Alors évidemment, quand vous êtes en Ile-de-France, quand vous voulez faire de l'accession sociale avec des prix maximum qui sont déjà élevés, de mon point de vue, parce qu'on peut vendre jusqu'à quasiment 5 000 €, mais à 5 000 €, est-ce que c'est toujours de l'accession sociale ? Du mètre carré. Du mètre carré, bien sûr. Hein, je parle toujours en mètre carré. Et donc, ça, déjà, c'est beaucoup, hein, pour des ménages moyens, mais je veux dire, même ça, produire du logement à 5 000 € en première couronne, c'est une mission impossible. Hein, parce que quand vous avez des fonciers qui représentent 40 à 50% du prix, hein, du logement final, ben, on ne peut plus sortir des logements à moins de 5 000 €. Hein, bon, sachant que on dit pour que ça reste vraiment abordable et finançable pour des ménages à revenus moyens en Ile-de-France, hein, l'idéal c'est de se situer dans une fourchette 3 500 à 4 000 €, quoi, où là les choses sont possibles. Et donc la démarche des COP HLM, c'était de dire, bah, puisqu'on n'arrive plus à faire de l'accession, on ne peut plus aller sur certains territoires, le BRS, donc cette dissociation du foncier et du bâti, va nous permettre de réinvestir ces territoires et de proposer à des ménages une solution sur place, plutôt que de partir toujours plus loin, hein, parce que ce qui se passe, ces ménages qui veulent acheter, bah, ils partent en Seine-et-Marne, dans l'Essonne, enfin ils partent toujours un peu plus loin, ou alors ils achètent beaucoup plus petit. Hein, et donc c'est pas forcément toujours souhaitable. Donc on a fait cette démarche, et donc ça a donné la création de notre OFS, qui est un OFS coopératif. Donc on a créé une coopérative, hein, c'est la coopérative foncière francilienne, donc qui a vocation de développer l'offre en BRS, donc je traduis toujours bail réel solidaire, hein, sur l'ensemble de la région Île-de-France et notamment sur les territoires les plus tendus, donc cette toute première couronne. Donc on a démarré. Alors, la particularité, c'est qu'on n'est pas un OFS porté par des collectivités locales. On est porté par le mouvement HLM, par des coopératives HLM. Et donc, évidemment, le foncier, nous, on ne nous le donne pas gratuitement. Le foncier, on l'achète. On l'achète, et on l'achète à des prix de marché. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des aménageurs publics, il y en a beaucoup d'ailleurs en Île-de-France, ouais. Donc il y a du foncier à disposition, donc on achète ce foncier-là, mais à un prix, à part certains territoires qui disent, bah, pour l'accession sociale, on va bonifier un petit peu le prix du foncier, c'est le cas notamment sur pleine commune ou sur certaines communes, mais ce n'est pas vrai partout. Et en règle générale, même pour faire de l'accession sociale, on achète le foncier à un prix de marché, c'est-à-dire au même prix que ce que les promoteurs vont acheter. Et donc c'est par des mécanismes de marge plus réduite et d'avantages fiscaux liés aux personnes, hein, qui achètent, puisqu'on est en TVA à 5,5, donc on gagne 15% par rapport au prix de marché. Donc ça permet de produire une offre en dessous du prix de la promotion privée. Mais ça reste quand même un peu cher. Juste, on répond peut-être au monsieur. C'est donc l'organisme foncier solidaire, voilà, qui achète des terrains, comme vient de le dire Christian Chevet, qui achète des terrains au prix du marché la plupart du temps, au prix, voilà. Et les particuliers vont acheter ce qui a été construit. Et après, dans une relation quand même de loyer vis-à-vis de l'organisme sur le terrain lui-même. Oui, c'est-à-dire que c'est là où on rentre dans les choses un peu compliquées. Donc on achète des terrains. C'est-à-dire que le modèle économique de notre OFS, nous, c'est un modèle HLM. Et j'insiste là-dessus, nous, on se revendique comme étant un modèle HLM. C'est-à-dire qu'on se finance comme on fait depuis toujours les organismes HLM. On emprunte
auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur des durées très longues, puisqu'on emprunte à 60 ans. Hein, donc ça, il n'y a que la Caisse des dépôts qui peut qui distribue ce type de prêt, quand on est HLM, hein, parce qu'on ne distribue pas à tout le monde. D'ailleurs, ces 60 ans vont être portés à 80, hein, là, récemment. Hein, donc, ce qui redonne un petit peu de marge de manœuvre encore, mais c'est un modèle qui est construit sur l'endettement long terme, comme les HLM. Hein, et donc, cette mécanique de dire, comme le foncier est très cher, plutôt que de le faire payer dans l'accession où c'est mission impossible, on va l'étaler sur une période très longue. Et ça veut dire finalement que c'est plusieurs générations d'occupants du logement qui vont financer le foncier sur une période qui va s'étaler entre 60 et 80 ans, voire plus. Donc c'est une logique tout à fait différente de la propriété classique. Alors, on dit dissociation foncier bâti, hein, ce n'est pas démembrement, il faut dire dissociation, disent les juristes. C'est-à-dire que quand vous achetez un logement en BRS, donc bail réel solidaire, ça veut dire que vous êtes titulaire d'un bail, vous êtes titulaire d'un droit de jouissance pendant, alors on fait des baux à 80 ans. Hein. Oui, alors, on va expliquer la différence, oui. Mais vous avez raison, mais il y a quand même une nette différence. Oui, alors c'est le problème des baux, notamment en France, c'est que les baux sont, enfin, c'est pas un problème, mais c'est le droit français depuis toujours, depuis le Code civil, sont limités à 99 ans. Hein. Et a priori, on peut pas les recharger. On ne pouvait pas recharger. Quand vous rachetez un bail au bout de 30 ans, un bail de 99 ans, il vous reste que 69 ans à courir. Hein. Et le principe, ce qui est révolutionnaire dans la loi d'un point de vue juridique, hein, c'est que le bail réel solidaire est rechargeable. C'est-à-dire que le ménage qui achète au bout de 10 ans, hein, vous cédez votre bail, et puis un ménage rachète, déjà il doit toujours être sous condition de ressources, il doit répondre à des critères sociaux, hein, ça c'est important. Donc ça veut dire que c'est un logement qui va rester toujours dans le champ du logement abordable, hein, il n'est pas banalisé, jamais. Le terrain reste toujours propriété de l'organisme foncier solidaire. Le prix de revente est fixé par l'OFS, donc pour éviter toute spéculation anormale. Et donc le bail est rechargé. C'est-à-dire que le ménage qui rachète au bout de 10 ans, il repart pour 80 ans. Et donc ça veut dire que c'est en permanence rechargeable et rechargé. Et si je peux t'interrompre, c'est effectivement quand, puisque les premiers jalons du BRS et des offices fonciers solidaires ont été posés dans la loi Allure, dont j'étais un des co-rapporteurs, c'est effectivement par rapport à la réflexion sur le bail amphithéotique que l'on est parti, et le fait que ça ne marchait pas, y compris à Paris, il y avait le dispositif, je parle sous contrôle de l'autre Christian qui est dans la salle, le Brilot, je crois, qui existait à Paris. C'est un dispositif un peu assis sur les baux amphithéotiques, mais qui n'était pas rechargeable. Et ce qui fait, comme vient de l'expliquer Christian Chevet, qu'un ménage qui rentrait dans le bien, là il a dit 10 ans, mais imaginez un ménage qui rentre dans le dispositif au bout de 80 ans, pour un bail qui dure 99 ans, et qui n'était pas rechargeable. Ce qui se passait, c'est que le bâti perdait de sa valeur parce que les gens ne réinvestissaient pas dans le bien pour le garder, faire les travaux d'entretien nécessaires, etc., etc. Et ce dispositif-là existait à Lyon, puisque à l'origine, ça existait quand même en France. C'était les hospices de Lyon qui avaient fait ce dispositif-là. Simplement, à la fin des baux BAUX, à la fin des baux, les gens n'entretenaient plus les biens. Et donc, les biens tombaient un peu en décrépitude. Et un peu la révolution qui est finalement pas grand-chose en termes juridiques, mais beaucoup en termes de possibilités des dispositifs, c'est d'avoir permis le fait que ça soit rechargeable. Alors, autre particularité, c'est quand vous êtes sur un bail amphithéotique, quand vous êtes propriétaire du foncier, vous louez sous forme de bail amphithéotique. Alors, ce n'est pas toujours 99 ans. Hein. Beaucoup de baux à construction, c'est souvent 60 ans ou 45 ans quelquefois. Et donc, à la fin du bail, c'est le propriétaire qui devient propriétaire de l'ensemble, y compris des constructions édifiées sur le terrain. Hein. Ce qui change aussi avec le BRS, c'est qu'à la fin du bail, si on arrive un jour à la fin, puisque c'est en permanence rechargé, mais imaginez un ménage qui, pendant 80 ans, ne va pas bouger, ce qui paraît quand même hautement... voilà. Génération à venir. Mais bon...
Et donc, si jamais l'OFS disait vous êtes en fin de bail, vous devez partir et je récupère votre logement, non. Vraisemblablement, ce sera renouvelé, mais surtout, si le ménage devait partir, l'OFS paye le coût du bâti édifié au ménage. Hein, donc ça, c'est aussi un changement profond évidemment. Par rapport à la réglementation qui existait sur les baux amphithéotiques ou baux à construction, hein, qui étaient dans la même famille. Donc concrètement, ça veut dire qu'on arrive à vendre en Ile-de-France de façon moyenne, hein, c'est pas vrai. En fait, plus le terrain est élevé, plus il y a un effet de levier important, évidemment, mais on arrive à vendre à peu près 30% en dessous du prix de marché des promoteurs privés. Hein. Déjà, il y a 15 points de TVA, puisque quand on achète en bail réel solidaire, on est éligible à la TVA à taux réduit. Hein. Donc ça fait une TVA 5,5 au lieu de 20%, ce qui fait gagner presque 15%. 15 points. Et puis 15 points qui sont gagnés sur le fait de l'allongement du bail dans la durée, en fait, puisque l'OFS refacture finalement le coût du financement auprès de la Caisse des dépôts, hein, qui est étalé sur 60 ans, demain 80. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur un loyer pour la partie du foncier, toujours en Ile-de-France, hein, sur des marchés très tendus, où on est sur des fonciers, des coûts de redevance qui sont autour de 2 euros, entre 2 et 3 euros le mètre carré de surface habitable, de loyer mensuel. Hein. De loyer que celui qui fait construire paye de loyer pour le sol, pour le terrain. Il achète le bâti et à vie, il paiera un loyer pour le foncier. Hein, ce qui est de 2 euros du mètre carré. Voilà, entre 2 et 3 selon le prix du foncier, puisque là, on répercute quasiment à prix coûtant le coût de l'emprunt de la caisse. Voilà. Alors, ce que je vais faire, on va faire peut-être passer la parole, si tu veux. Mais attendez, je vais vous donner la parole. BRS, bail réel solidaire. Bail réel solidaire. Et en fait, c'est le dispositif, la personne, l'accédant à la propriété, mais donc qui a la propriété du bâti et pas du foncier, signe un bail réel solidaire. Et pourquoi bail réel solidaire? Et c'est là que je voulais juste terminer aussi, du point de vue de la collectivité, c'est-à-dire de la collectivité, ou en tout cas de l'argent public. Parce qu'il y a beaucoup de dispositifs d'aide à l'accession à la propriété, finalement, et notamment tous les dispositifs d'investissement locatif qui sont beaucoup développés. Aujourd'hui, ça s'appelle le Pinel, ça a pris d'autres noms précédemment. Du point de vue de l'argent public investi, la grande différence, c'est que l'argent public investi là, il reste dans le sol. J'allais dire, il ne bouge pas. Et aujourd'hui, de mémoire, hein, en tout cas dans le dernier budget dont je me suis occupé du logement en 2017, je crois bien que l'ensemble des dispositifs d'investissement locatif, ça coûtait 1,8 milliard d'euros dans le budget du logement. Hein. Bon, c'est énorme. L'ensemble, hein, depuis le cellier qui courait encore jusqu'au Pinel qui est actuellement à l'œuvre. Mais simplement, dans ces dispositifs-là, l'argent public qui est investi finalement pour que les gens deviennent propriétaires, ou pour faire de l'investissement locatif ou pour se loger eux-mêmes, c'est d'une durée réduite. Par exemple, sur l'investissement locatif, pourquoi on aide? En se disant les gens vont louer moins cher. Mais ils vont louer moins cher pendant 6, 9 ou 12 ans. Une fois que cet engagement est passé, ils louent au prix qu'ils veulent, les propriétaires. Et donc, l'argent public qui a été mis sur la table pour aider ces gens à acheter, j'allais dire, une fois que cette période de 6, 9 ou 12 ans elle est passée, il est perdu. Tandis que là, il est perdu en termes d'intérêt public, j'allais dire. Hein. Tandis que là, l'intérêt, c'est que l'aide publique qui arrive en baisse de taux de TVA, par exemple, elle reste attachée au foncier tant que l'immeuble tient debout. Quoi, hein. Et donc, il y a l'intérêt pour les particuliers d'acheter à 30% moins cher, en gros, que le prix de marché. Mais il y a l'intérêt aussi, du point de vue de la collectivité en termes d'investissement public, de se dire qu'on investit à vie dans le logement. Enfin, à vie du bâtiment. Et c'est donc complètement différent en termes d'utilité de l'euro dépensé. Alors, je passe la parole. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est justement sur le système coopératif. Ça m'a amené une réflexion sur le mode de financement de ces coopératives et sur la capacité d'ouvrir ces coopératives à des gens qui voudraient investir comme ça dans du foncier solidaire, soit par des systèmes de banques alternatives ou voilà.
Et la deuxième question, c'était sur une question de succession, c'est-à-dire un propriétaire qui est comme ça sur un loyer bail solidaire. Est-ce que s'il décède, ses enfants ou ses héritiers vont pouvoir accéder à ce lieu, puisqu'il y a la question des conditions financières et des revenus? Alors, sur le modèle coopératif, nous, évidemment, les coopératives HLM créent un OFS coopératif, c'est dans leur ADN. C'est une SIC, hein, Société coopérative intérêt collectif. Et donc, il y a des collèges qui composent cette coopérative pour l'organisation de la gouvernance. Donc, il y a les membres fondateurs qui sont des coopératives HLM, qui détiennent 40% des droits de vote. Après, on a un collège des collectivités locales. Donc aujourd'hui, il y a quelques collectivités locales qui ont rejoint notre OFS, donc quelques communes et puis des établissements publics territoriaux dans l'effet, vous savez, métropolisation de l'Île-de-France, donc notamment Pleine Commune et Rentrée. On espère qu'Est Ensemble rentrera bientôt. C'est les intercommunalités autour de Paris. Voilà, qui composent la métropole. Voilà, c'est un peu la salade francilienne. Donc collège des collectivités locales, on a toujours un collège de divers personnalités qualifiées, autres personnes morales, et puis bien évidemment les habitants. Il y a la place des habitants qui composent un collège, et il y aura des membres, des représentants des habitants qui seront au conseil d'administration de notre OFS. Aujourd'hui, on n'en a pas encore parce que nos opérations sont en commercialisation pour les premières, mais on n'a pas encore d'habitants, mais c'est un collège qui va se compléter dans les prochains mois. Donc, par contre, on ne fait pas, dans notre modèle économique, on n'a pas prévu aujourd'hui de faire appel à des financements externes, à part ceux de la Caisse des dépôts. Et puis, il y a un financement qui est apporté par le mouvement HLM à travers les coopératives qui composent le tour de table, puisque les coopératives financent à hauteur d'1,5%. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup d'argent quand on voit le prix des fonciers. 1,5% du prix du foncier est apporté par nos coopératives HLM. Et puis, comme elles sont aussi opérateurs, c'est elles qui nous apportent les opérations, elles ressouscrivent à chaque opération apportée et financée par l'OFS, elles ressouscrivent à hauteur de 2 000 € par logement financé. Donc, c'est un modèle un peu auto-porté par les organismes HLM. Alors, peut-être que demain, on aura besoin d'aller chercher des financements, aller chercher des prêts participatifs ou titres participatifs un peu spécifiques. On ne ferme pas la porte, mais aujourd'hui, le modèle n'a pas été construit comme ça. Alors après, sur le problème des successions, on est sur un système excessivement encadré. C'est-à-dire qu'on ne peut habiter dans un logement financé en BRS que si on est sous plafond de ressources. Alors dans le jargon technique, c'est plafond de ressources PSLA. PSLA qui était la référence un petit peu de l'accession sociale à la propriété. Donc c'est un plafond qui se situe entre le plafond HLM et le plafond, alors là c'est un peu technique, le plafond PLS qui sont les HLM un peu haut de gamme, majorés de 30% au niveau des plafonds de ressources. Donc le plafond se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire en gros 60%, 65% des ménages voilà, c'est ça. Sont sous ces plafonds de ressources, pour dire les choses, comme donner un ordre d'idée. Oui, 70 même, peut-être un peu plus. Et donc les... Mais pardon, les plafonds ne sont pas les mêmes. Non, les plafonds de ressources ne sont pas les mêmes suivant les zones. Il y a Paris, Île-de-France, il y a les métropoles en région sur les plafonds de ressources et il y a l'ensemble du territoire. Et puis il y a des zones. Donc il y a zone Abyss, alors là c'est le 13 que je parlais, les marchés très tendus. Zone A, c'est un peu moins tendu. Puis après on a les zones B, B1 et C. Voilà. Mais c'est un peu général, justement, dans tous les territoires, il y a à peu près 65-70% de l'ensemble des ménages qui sont accessibles à ce type de... Donc les enfants héritiers qui hériteraient d'un BRS ne pourront l'occuper que s'ils sont sous ces plafonds de ressources. S'ils sont au-delà, ils ne peuvent pas. Alors ils peuvent vendre, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer le prix du coût du bâti, ce qu'ont investi leurs parents, mais dans la limite du prix fixé par l'OFS, puisqu'il n'y a pas de spéculation possible, mais il y a une juste rémunération des fonds placés, au moins du niveau de l'inflation. Donc ça, ils récupèrent, ou alors ils peuvent l'occuper s'ils sont sous ces plafonds de ressources. S'ils sont au-delà, c'est pas possible. Alors là, c'est vrai que c'est
c'est très... Enfin, il n'y a pas de négociation possible. Quelqu'un d'autre? Madame, vous voulez intervenir? Je vais passer à monsieur après, voilà. 2 questions. Vous avez dit que vous vouliez utiliser le terme dissociation et pas de démembrement. Pourquoi? Parce que c'est un peu du... Ça, c'est les juristes qui vont dire ça, parce que c'est un bail. C'est un bail, en fait, quand vous achetez en BRS, vous êtes titulaire d'un bail. On dit, pour simplifier les choses, pour que les gens comprennent, parce que c'est quand même un petit peu compliqué à expliquer, pour que les gens comprennent, on leur dit qu'ils achètent le bâti et qu'ils sont locataires du foncier. Mais en fait, non. Ils souscrivent à un bail réel solidaire, donc ils sont titulaires d'un bail qui leur donne un droit de jouissance pendant 80 ans sur le logement. Et la façon dont ils s'acquittent du prix pour financer ce bail, c'est un loyer qui correspond au financement du foncier, mais ça qui est fixé par l'OFS. À la limite, l'OFS pourrait faire un peu ce qu'il veut. Et puis un achat du coût du bâti, où là, le ménage se refinance classiquement avec un prêt bancaire. On a rarement des ménages qui payent comptant. Quand même. Et deuxième question, je pense que vous êtes obligé de travailler avec les collectivités locales parce que vous êtes nécessairement en concurrence avec les promoteurs. Donc, ça ne peut marcher que si vous avez l'appui de certaines communes. Alors, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un collège collectivité locale dans notre gouvernance. Et on a déjà un principe tout bête, c'est qu'on se finance auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Pour obtenir ce prêt, ce financement, il faut qu'il y ait une garantie de la collectivité locale. C'est-à-dire que si le maire, la collectivité n'était pas d'accord pour une opération BRS, on ne pourrait pas obtenir la garantie de la ville et on ne pourrait pas faire l'opération. Donc c'est vraiment indissociable. Et puis de toute façon, on n'irait pas faire du BRS contre l'avis d'une collectivité locale. Donc on cherche à évidemment tisser des partenariats avec le monde des collectivités locales. Alors il y a déjà certaines collectivités qui sont entrées. Je parlais tout à l'heure de Pleine Commune. Alors Pleine Commune est dans une démarche tout à fait intéressante parce que quand vous allez à Saint-Denis, c'est pas là où le foncier est le plus cher. C'est la ville l'agglo de Pleine Commune finançait, portait l'accession sociale et le foncier qui mettait à disposition pour faire de l'accession sociale était plafonné à 250 € le mètre carré de surface plancher. C'est encore un peu technique, mais en gros, il fixait un prix maximum pour produire de l'accession sociale. Et puis il se disait, mais les ménages donc, qui bénéficient, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, de l'aide publique, au bout de 10 ans, ils vendent, ils encaissent la plus-value, qu'ils ne partagent pas évidemment. Et puis nous, finalement, l'argent public qui a été investi dans des opérations d'accession sociale, il part un petit peu en fumée et c'est pas satisfaisant. Et donc on préfère, alors c'est sûr que sur Pleine Commune, on ne va pas faire l'effet dissociation, on ne va pas avoir un effet remarquable sur le prix, puisque le prix est déjà pas très cher. Mais par contre, nous, on va garantir sur le territoire de Pleine Commune, en préconisant du BRS, on va garantir déjà le fait qu'il n'y ait pas de spéculation sur des fonciers aidés par la collectivité locale. Et puis on garantit surtout une offre dans la durée d'un logement abordable pour des ménages qui ont du mal à se loger parce que c'est trop cher. Bon, des logements quand même, des personnes suffisamment aisées pour accéder à la propriété. Oui, c'est un dispositif, voilà. On ne va pas faire accéder à la propriété des gens au RSA, on est bien d'accord. Mais même, là, il faut quand même un niveau de ressources relativement élevé. Pas autant que vous le croyez. Nous, d'expérience, parce que nous, on est issus du monde des COP HLM, donc on fait de l'accession sociale depuis toujours. Je peux vous dire que moi, dans la COP que je préside par ailleurs, on a 60% des ménages qui sont sous plafond HLM, ceux qui achètent chez nous. C'est pas des gros revenus. Pas PLAI. Non, quand on vend en PSLA, quand on vend en accession sociale, on vend à des ménages aujourd'hui qui sont quasiment majoritairement sous plafond HLM. Et d'ailleurs, notre cible, ce sont les locataires HLM. Donc, vous avez des ménages à revenus modestes, mais qui ont, quelquefois, c'est les économies d'une vie, l'entraide familiale. Il y a toujours des tas de moyens pour devenir propriétaire. Pour certains, c'est un souhait. Après, nous, on n'oblige pas les gens. Les gens, il faut qu'ils soient en capacité de choisir. Ou je reste locataire, ou demain, je vais sur une opération d'accession.
Après, c'est à eux de faire leur choix. Mais nous, on rend les choses possibles. C'est bien. Oui, oui. Non, mais ça diversifie les... Oui, pardon. Les taux d'intérêt, sont très bas, donc ça permet aussi à des ménages d'accéder et d'accéder quand même dans des dispositifs où, par rapport aux promoteurs, par exemple, qui marge, et c'est normal. Là, il n'y a pas de marge, il n'y a pas d'actionnaire. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que c'est le public classe moyenne. Classe moyenne, c'est très vaste aujourd'hui, mais c'est un public classe moyenne. Des gens qui sont sans aucune ressource peuvent pas. Alors. Bon, deux questions rapides. La première, je n'ai pas compris les 2 euros par mois pour payer le foncier. C'est 2 euros du mètre carré par mois ? Donc 60 mètres carrés, 120 euros par mois. D'accord, ça c'est clair. Merci. Deuxième question, donc, si j'ai bien compris, ça remonte à une loi de 2007, et vous êtes Les premiers jalons théoriques, c'est la loi Allure 2014, et précisé après en 2016 D'accord. et les décrets en 2017. D'accord. Donc, ma deuxième question, c'est si on rêve, combien de logements pourraient être accessibles à la propriété d'ici 5 ou 10 ans, puisque cette idée est absolument formidable. Elle est menée par des personnes formidables, apparemment. Jusqu'où on pourra monter ? Alors, c'est un long chemin, je pense, pour arriver à une production de masse, on va dire. Mais aujourd'hui, pour vous parler déjà de l'accession sociale, de ce que font les coopératives HLM, hors BRS, la production classique, on doit représenter 5 à 10%, ça dépend des années, entre 5 et 10% de la production de logements neufs à la vente, donc de la promotion privée. Donc évidemment, il y a encore des marges de progression importantes. Enfin, il y a quand même un phénomène assez intéressant à regarder, c'est que les promoteurs ne se sont pas du tout engagés dans cette voie-là, et il n'y a aucun promoteur qui a aujourd'hui créé d'OFS. Ça veut dire que pour eux, ça paraît un peu contraignant. La marge, c'est pas une affaire financière. L'objectif, c'est d'équilibrer, mais il n'y a pas de marge, effectivement. Et donc, l'objectif, l'objectif qu'on s'est fixé en Ile-de-France, c'est d'arriver à faire 700-800 logements par an. Sur une production, aujourd'hui, c'est la production PSLA, par exemple. Alors, pardon, je voudrais expliquer, je vous passe la parole, mais peut-être expliquer aussi, préciser ce que dit Christian. PSLA, c'était aussi un dispositif SAC, indépendamment de ce qu'on raconte aujourd'hui, qui existe depuis bien longtemps, en gros de location-accession dans le logement, qui était porté par les coopératives HLM. C'est-à-dire que les gens rentrent dans le logement en tant que locataires, et au bout de 2 ans, c'est ça ? 2 ans, 3 ans, 4 ans maximum. Voilà, entre 2 et 4 ans, décidaient ou non de devenir propriétaires de leur logement. Tout ça sous condition de ressources. Ça, c'est pas ce dont on vous parle aujourd'hui, dissociation foncier bâti. Mais c'était déjà un dispositif porteur et qui est renforcé possiblement par les offices fonciers solidaires et le dispositif de bail réel solidaire. La limitation, mais à mon avis nouvelle, qui risque d'exister, c'est qu'il ne vous a pas échappé, si vous suivez ces questions-là, qu'il n'y a plus l'APL accession. Cette majorité, ce gouvernement actuel, a décidé de mettre fin dans les APL, les aides au logement. Il y avait les aides au logement locatives, qui étaient la grande masse, mais qui représentent, de mémoire là aussi dans le budget de l'État, environ 16 à 17 milliards d'euros par an, ce qui est quand même beaucoup. Mais il y avait une part des aides au logement qui étaient des aides à l'accession à la propriété, ce qu'on appelle les APL accession. Et ce gouvernement, cette majorité, a décidé l'année dernière de supprimer les aides, les APL accession. Il y a des attaques sur les APL locatives, mais a décidé de supprimer l'APL accession. Et l'APL accession, c'était considéré justement pour bénéficier des emprunts pour l'accession sociale à la propriété comme des fonds propres par les banques. C'est-à-dire justement la question que posait Madame, les ménages qui font de l'accession sociale à la propriété, parfois, suivant leurs revenus, ils n'ont pas les fonds propres, ils n'ont pas l'épargne nécessaire pour valider le prêt, pour valider l'emprunt. Et l'APL accession, le fait de bénéficier de l'APL accession était considéré par les réseaux bancaires comme une forme de fonds propres
hein. Et la fin de cette APL-accession risque de mettre en danger toute l'accession sociale à la propriété, en particulier BRS. Alors, monsieur. Oui, moi j'ai une question piège. Comment utiliser l'OFS Île-de-France dans des quartiers, quartiers centraux de Paris, les 1, 2, 3, 4 par exemple. Comment faire fonctionner cet outil magnifique? Alors évidemment, Paris, on rêve tous d'aller construire à Paris et de faire du BRS à Paris. Voilà. Alors on regarde un sujet, hein, Paris dans le 20e, en BRS, et là, évidemment, là, ça vaut plus de 10 000 € le mètre carré. Et donc on achète un terrain à un privé, quoi, dans le diffus, et on pourrait sortir en se mettant au prix maximum, enfin le maximum de ce qu'on puisse faire, ou le minimum. Ce serait une vente à 5 000 € quand ça vaut 10 000, donc quasiment moitié prix, mais une redevance qui serait autour de 5 ou 6 €. Et donc on est en train de s'interroger en se disant, est-ce que c'est raisonnable de le faire ou pas? Parce que 5 ou 6 €, ça commence à faire cher, quoi, hein. 60 mètres carrés à 6 €, 360 € par mois, plus les charges de copropriété, plus l'achat du bâti. Mais on pense qu'on vendrait ça comme des petits pains, hein, parce qu'il y a quand même un gap très important par rapport au prix de marché. Donc on n'a pas encore pris la décision en disant, est-ce que finalement, c'est pas nous éloigner de notre vocation, qui est quand même une vocation plutôt sociale, de vendre à ces prix-là. Enfin, j'avoue que moi, j'ai pas encore totalement tranché. On réfléchit, quoi, collectivement. Mais pour compléter, la ville de Paris réfléchit aujourd'hui à la création de son propre organisme foncier solidaire. Et ils imaginent créer c'est un GIP, hein, groupement d'intérêt public. Donc ils regrouperaient les bailleurs sous contrôle de la mairie de Paris, donc Paris Habitat, la RIVP, enfin leur SEM, leurs outils habituels, et ils seraient dans une logique un peu comme Rennes où ils apporteraient du foncier. Hein, donc là effectivement le foncier est quasiment gratuit, apporté à l'OFS de façon gratuite, il n'y a pas l'effet d'une redevance élevée. Par contre la problématique à Paris, c'est comment on attribue les logements. La dernière fois qu'ils ont fait une opération d'accession, hein, ça remonte à de nombreuses années, le matin, à 6 h du matin, il y avait 3000 personnes qui attendaient devant le bureau de vente. Hein. Donc c'est absolument ingérable, parce que si vous vendez quelque chose 50% en dessous du prix de sa valeur, comment vous attribuez? Quels vont être les heureux bénéficiaires? Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas, personne ne sait gérer ça. Quand vous vendez en première couronne, on n'a pas ce phénomène-là. Même il peut y avoir des effets d'aubaine et autres, mais moi j'ai jamais vu la queue devant nos bulles de vente, j'ai jamais vu. Alors. Et quand est-ce que vous aurez avancé dans votre réflexion pour faire des propositions? Et du côté de la ville de Paris, est-ce que c'est Yann Brossat qui s'occupe de ça? C'est Yann Brossat, oui, c'est Yann Brossat qui est en charge du dossier, mais ils ont recruté, donc il y a une personne en charge de ce dossier-là à la ville de Paris. Enfin, il y a l'administration de la ville qui travaille sur ces sujets-là et qui doit faire des propositions avant la fin de l'année, hein, sur ce sujet-là. C'est bon à savoir tout ça. Bonjour, en fait, je ne voudrais pas que vous redemandez des précisions, en fin de compte, techniques, administratives et juridiques, parce que ça, c'était très bien défini, très bien expliqué, et c'était très clair. Donc merci, parce que moi j'apprends beaucoup sur ce point-là. Je voulais plus revenir en fin de compte sur en fait, les problématiques politiques, parce que vous parlez en fin de compte de territoire. Vous parlez d'un territoire tendu qui est la région parisienne, l'aire métropolitaine parisienne avec Paris-Centre. Entre nous, Paris en fait est une des 3 villes les plus chères du monde, après Singapour et Hong Kong. Donc en fait, derrière, en fin de compte, cela, il y a des problématiques politiques. La question, en fin de compte, d'établissement public foncier qui s'est posée à l'aire métropolitaine. Qu'en est-il? Quelle est votre position sur ça? Parce que je pense que c'est sur une grande échelle que ça doit être géré, et pas forcément à l'échelle, en fin de compte, d'Est Ensemble. Moi, je suis de Montreuil, donc je les connais, les Lascars, mais en fait aussi de pleine commune, qui effectivement en fait, mettent en place ces outils-là, mais les mettent en place, en fin de compte, à une échelle graduelle, où ils laissent aussi la porte ouverte à la promotion. Vraiment. Et comment vous faites, vous, par rapport à des promoteurs? La question était très bien posée par madame, parce que le promoteur, il arrive
Il veut un bien, à Montreuil il veut un bien, il va l'acheter, à Pantin il veut un bien sur le canal, il va l'acheter, et avec une férocité qui est très claire. Donc comment vous faites politiquement, comment vous appuyez-vous, et quel est le relais à une grande échelle en fait? Voilà, c'est la seule condition pour traiter la problématique du logement. Alors, aujourd'hui, Juste, pardon Christian, un établissement public foncier d'Île-de-France, il en existe un, et c'était Oui, une c'est volonté ça. politique de le créer. Par ailleurs, et ça n'a pas été simple, puisque à l'époque, le 92 et le 78, si je me souviens bien, et le 95 avaient créé chacun des établissements publics fonciers départementaux, et on est arrivé quand même à faire un établissement public foncier régional aujourd'hui. Alors, c'est vrai, c'est un vrai débat. Moi, je suis furieux quand je vois tous les aménageurs publics, notamment, qui vendent toutes les charges foncières à des promoteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous, on essaye de proposer des solutions alternatives, on ne pense jamais à nous. Par contre, on se rappelle qu'il existe des solutions alternatives à l'accession quand les promoteurs ne veulent pas de certains terrains parce que trop compliqués, trop petits, trop... Alors là, on se rappelle qu'on existe. Donc moi, je suis vraiment furieux parce que c'est des aménageurs qui représentent la puissance publique et qui sont finalement, on voit c'est toujours les mêmes promoteurs qui gagnent, les concours, les grands évidemment. Donc bon, ça c'est un constat, enfin moi je parle pour l'Île-de-France évidemment. Après on a rencontré l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui réfléchit, donc il est rattaché à la région aujourd'hui, la région Île-de-France, et la région lui a commandé, enfin il y a une commande politique auprès de l'EPFIF, pour qu'ils étudient l'opportunité ou pas de créer un OFS ou alors de travailler avec les OFS existants. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est le nôtre, donc ça nous va bien. Et donc, on les a rencontrés, on travaille avec eux pour voir comment les FIF pourraient intervenir sur ce terrain-là. Alors, évidemment, c'est devenu beaucoup plus attrayant maintenant, notamment pour la région Île-de-France, parce que c'est maintenant éligible à la loi SRU au niveau des quotas, le BRS, ce qui n'était pas prévu initialement, mais ça a changé beaucoup de choses. Tout d'un coup, on a vu notamment le département 78 devenir très intéressé par le BRS. Et puis les PFIF, donc il y a eu cette commande en disant mais comment on ne pourrait pas aider à ce dispositif. Donc on travaille aujourd'hui sur trois sujets avec les PFIF d'Île-de-France. C'est sur les territoires tendus, comment les PFIF pourraient nous aider à développer l'offre, justement, en fléchant des fonciers pour faire du BRS derrière. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que ça recadrerait certaines choses. Deuxième sujet, il faudrait quand même, parce que bon, évidemment, ils ont une réflexion Île-de-France, on ne peut pas faire que pour les territoires tendus. Donc, il faudrait regarder ce qui se passe un peu en deuxième couronne aussi. Quand on parle de deuxième couronne en Île-de-France, c'est la grande banlieue, on va dire. On est un peu plus loin, c'est un peu moins cher. Mais c'est des territoires où il y a besoin d'intervention aussi publique pour se loger, parce que c'est pas toujours simple. Donc on doit aussi expérimenter les choses. Et puis quelque chose qui tient évidemment beaucoup à cœur à ce gouvernement et à la région, c'est le fameux programme Action Cœur de Ville, où là, vous savez, l'idée que finalement on ferait trop pour les banlieues et pas assez pour le monde rural en matière d'urbanisme et de politique du logement. Et donc ils ont lancé ce programme Action Cœur de Ville, pour favoriser la réhabilitation des centres-bourgs anciens en milieu rural, notamment. En Île-de-France, il y a 22 sites concernés. Et donc, les FIF nous a demandé de travailler, de réfléchir à ces sujets-là pour voir comment l'OFS pouvait accompagner aussi ces dispositifs. Voilà. Alors après, je ne sais pas quelle sera leur décision finale, mais en tout cas, la direction des FIF était plutôt... considérait qu'elle n'avait pas vocation à elle à créer un OFS parce que ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est de porter dans un temps limité des fonciers pour permettre de développer l'offre sur la région. Mais c'est pas les FIF n'ont pas vocation à avoir son propre OFS, n'a pas vocation à rester dans la durée un propriétaire des fonciers. Pour ça, il y a des outils qui sont les OFS. Donc, dans la métropole nantaise, dans les 10 ans à venir, on va reconstruire la ville sur la ville. C'est-à-dire que voilà, une maison se vend, un promoteur l'achète, comme il y a un peu de terrain autour, mais au lieu d'avoir une maison, on a un collectif de 1, 2, 3 étages. Et est-ce qu'il serait possible de créer des OFS dans ces circonstances-là? C'est-à-dire que
Enfin, quand je dis une maison, c'est souvent une ou deux quoi, qui se vendent dans une rue. On a des rues entières dans les centres-bourgs qui vont devenir... la ville va être complètement changée. Nous, dans notre commune, c'est 1000 logements dans les 10 ans à venir sur un triangle de quelques hectares, on va dire. Parce qu'on ne veut pas étaler la ville, on ne veut plus étaler la ville. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir transformer ces projets de promoteurs en quelques offices Alors, il y a un projet sur Nantes de création d'OFS, oui, qui est porté par la collectivité locale. Oui, je pense. Alors est-ce que c'est porté par... Excusez-moi, parce que je devrais me renseigner auprès de ma collectivité, mais est-ce que c'est porté par le département? J'ai entendu que c'était porté par le département. Moi, je croyais que c'était Nantes Métropole, mais bon... c'est peut-être Nantes Métropole. Oui, D'accord. oui, c'est Nantes Métropole. Ouais. Donc, sauf s'il y a un office, mais je crois en Seine-Saint-Denis, la coopérative HLM qui existe en Seine-Saint-Denis, qui est membre de l'OFS, est portée par l'office public départemental de Seine-Saint-Denis. il y en a un. Mais soit c'est Nantes Métropole, soit c'est un office départemental, mais ça ne peut pas être le département direct. Mais le mouvement HLM est impliqué aussi dans le projet, mais je crois que c'est un projet de Nantes Métropole, enfin je ne sais pas si c'est le Métropole, si. Ouais. Et donc l'étalement urbain, c'est quand même une vraie question, parce que on sait qu'on voit le problème des transports, notamment en Ile-de-France, mais sur la région nantaise, c'est pareil. Je veux dire, on a quand même, pour pas aller toujours un peu plus loin, on a quand même intérêt à densifier un petit peu la ville. Même si c'est vrai que quand on habite dans une maison, c'est pas toujours plaisant de voir des choses s'élever autour de soi. Et d'ailleurs, il y a des choses absolument étonnantes, parce que vous avez certains, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une vraie réflexion sur le sujet. Il y a certains lotissements qui sont plus denses que des grands ensembles. Il faut le savoir. Donc, quand on parle de densité en disant qu'il faut absolument monter en étage, c'est pas toujours vrai non plus. Peut-être qu'il faut réorganiser un peu les choses. Enfin, c'est surtout comment on optimise l'espace public, le foncier, pour pas non plus faire de l'étalement urbain, parce que les villes n'ont pas vocation à s'étendre sans plus finir, quoi. Mais sur ce point-là, moi qui ai grandi à la Courneuve, je disais souvent que le grand ensemble des 4000 logements à la Courneuve est bien moins dense que les quartiers les plus denses de Paris. Par nombre d'habitants au kilomètre carré, quoi. Et donc après il y a l'impression de densité faite par des grandes barres et des tours qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais factuellement c'était beaucoup moins dense. On a beaucoup parlé, parce que Christian est à la tête de l'OFS francilien, mais il disait tout à l'heure en introduction que le deuxième OFS qui a été créé est au Col, donc dans les Landes, Pays Basque, pardon, et oh là je vais m'attirer les foudres. Donc ce type de dispositif s'applique à tous les territoires, parce que bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques, si ce n'est que dans le Pays Basque, c'était aussi l'envolée des prix sur la côte qui fait qu'ils ont été amenés à créer ce type de dispositif-là, et de réfléchir aux questions, je crois, d'étalement urbain aussi, dans une zone qui n'est pas la même que, bien sûr, Nantes Métropole. Mais je veux dire, ça ne s'applique pas qu'aux territoires les plus tendus en termes de densité ou de prix. Ça s'applique dans tous les territoires où on veut maîtriser par de l'argent public ou par des aides publiques le coût du logement pour les particuliers, et le faire de manière pérenne. Et c'est ça qui est intéressant. Alors encore une ou deux interventions peut-être. Je me posais la question de l'intergénérationnel. Est-ce que ça pourrait être c'est une question ouverte de dire, puisque j'ai compris que peut-être certains lieux que vous travaillez sont à la fois des lieux d'accession propriétaire et des lieux de locataires. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces projets soient aussi une question de mixité des générations, parce que les personnes âgées ne sont pas forcément en capacité de devenir propriétaires, mais ont aussi envie de vivre dans un lieu où il y a de l'activité, de l'entraide, etc. Voilà, c'est une question ouverte. Oui,
on a d'ailleurs certains programmes qui sont un peu dans cette philosophie-là, hein, parce qu'on a, évidemment, comme les COP HLM ont un peu travaillé sur le sujet de l'habitat participatif, notamment. Et dans l'habitat participatif, on retrouve quelquefois des personnes âgées qui n'ont pas envie de vieillir de façon isolée dans leur maison ou dans un logement et qui ont besoin de retrouver un petit peu de lien social. Et donc, on a un sujet comme ça à Malakoff, hein, où là, c'était un groupe d'habitants constitué. On a transformé cette opération, qui était une opération d'habitat participatif, en BRS. Donc, le groupe a accepté, hein, de passer en BRS. Et donc, là, on est sur de l'intergénérationnel. Donc, alors, on travaillait déjà avec eux sur un projet d'accession plus classique, hein, mais donc le BRS va trouver la solution. Mais après, alors au début c'était très compliqué parce qu'on avait du mal à faire des divisions foncières d'un point de vue juridique, hein, avec le BRS, mais aujourd'hui les notaires travaillent depuis de nombreux mois sur le sujet et on arrive à descendre quasiment au niveau du lot aujourd'hui d'un point de vue juridique, donc ce qui ouvre des tas de possibilités en matière de mixité et d'intervention de l'OFS, sachant que l'OFS aussi, une disposition importante, peut acheter du bâti existant. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité à la construction neuve. Et donc on voit déjà qu'il y a plein d'applications possibles avec cet outil-là, notamment comme intervenir dans des copros en difficulté, intervenir dans des quartiers politiques de la ville, intervenir sur les cœur de ville, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec cet outil. Alors, on a encore 5 minutes, parce que je dois m'arrêter absolument à 11h15, puisque la plénière commence à 11h25, je peux vous dire, c'est très précis. Donc on a encore 5 minutes si quelqu'un veut encore intervenir, ou on s'arrête là, comme vous le souhaitez. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que... Peut-être, Juste une question. J'avais des questions auxquelles vous avez répondu jusqu'à présent, mais où est-ce qu'on peut trouver la littérature pour travailler cette question sur des projets communaux à venir? Alors, le BRS est très bien expliqué sur le site de la Fédération des COP HLM. Hein, si vous tapez COP HLM, je pense que vous allez tomber sur le site de la Fédération. Et là, vous avez tout un espace dédié au BRS. Hein, donc c'est très bien fait, il y a une très bonne approche, c'est bien expliqué, quoi. Après, je crois que c'est le seul qui est vraiment efficace aujourd'hui. Ouais. Mais par contre, il y a aussi de la littérature sur les expériences à l'étranger, puisqu'on a dit tout au début que les Community Land Trusts, ça existe depuis je ne sais pas combien de temps, d'ailleurs. Les années 60. Années 60, et la commune aux États-Unis, qui est d'ailleurs la plus avancée sur le sujet, c'est Burlington, hein, c'est dans le Vermont, et le maire, c'était Bernie Sanders. Voilà. Ah. Burlington. Mais c'est vrai que ça a mis du temps à venir en France. Et pourquoi aussi, je pense, parce qu'il y a un attachement en France à la terre, enfin notre particularité, y compris par rapport à notre taux de propriétaires en France. Hein, par rapport à l'équilibre propriétaire-locataire en France, par exemple, il y a beaucoup plus de propriétaires en France qu'en Allemagne. On nous compare souvent. Hein. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être propriétaire, mais on a un pourcentage de propriétaires en France bien plus important qu'en Allemagne. Et ce n'est pas forcément le pourcentage de propriétaires qui aide le plus à la mobilité sociale, à la mobilité en termes professionnels, etc. Hein. Bon. On le sait bien. Mais c'est justement pour ça que ce type de dispositif est aussi intéressant, hein, et qu'il permet finalement de pallier d'autres questions. Et enfin, le dernier point que je voulais dire, c'est que bien entendu, puisque ça passe par un accord avec les collectivités, alors je pensais l'habitat participatif dont vous parliez, monsieur disait qu'il était de Montreuil, je crois tout à l'heure, il y a eu une expérience d'habitat participatif dédié aux personnes âgées à Montreuil, qui était la maison des Baba Yaga, portée par Denise Claire à l'époque. C'est à Montreuil. Non, ce que je voulais dire de mon point de vue, c'était que l'ensemble de ces dispositifs-là nécessite bien sûr un accord avec la collectivité et sans doute une vision à long terme de la politique foncière des collectivités, parce que
voilà, on ne peut pas penser la ville à 5 ans, à 10 ans. Alors, je crois que monsieur voulait rajouter juste quelque chose. Je suis assez actif dans le mouvement de l'habitat participatif et je ne voudrais pas laisser dire que les Baba Yaga, c'est un modèle, c'est un contre-modèle, à mon avis personnel. Je vais exclure les hommes d'un habitat, je ne pense pas que ce soit un bon projet politique. Par contre, j'en profite pour réagir. L'habitat participatif multigénérationnel, ça existe. C'est pas seulement des projets. Il y en a un qui a été inauguré il y a 1 an auprès de Lille, qui s'appelle les Toits Moinou, qui a été conçu par des gens qui avaient d'abord mené une réflexion sur le vieillissement, comment vieillir, etc., et qui sont assez vite arrivés à l'idée que c'était plus intéressant de faire du multigénérationnel plutôt qu'un truc de vieux. Et aujourd'hui, il y a 22 familles qui habitent dans un immeuble où il y a des jeunes couples avec des enfants et des gens qui ont plus de 70 ans. Et ça fonctionne bien depuis 1 an. Et je pense que ça va continuer à bien fonctionner. Oui, il y en a d'autres en France. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fixer sur les Baba Yaga, quoi. Vous avez raison, mais bon, voilà. Et d'autant plus qu'il y a eu des problèmes après, mais bon, voilà, dans la gestion du lieu. Mais on y pense. Mais par contre, je voulais quand même ajouter, on va vraiment s'arrêter là parce que sinon on va être en retard à la plénière, que le dispositif d'habitat participatif a aussi été encouragé par des évolutions législatives dans la même loi Allure en 2014, même s'il manque encore pas, il manque surtout des petits bouts de loi plus que des décrets de mon point de vue, mais bon voilà. Donc c'est des choses un peu nouvelles qui se passent en France. Je vous propose qu'on s'en arrête là. Vraiment merci Christian d'avoir accepté de participer, de montrer que voilà, concrètement on peut développer nos utopies. Et puis merci à tous et à toutes parce que vraiment l'échange a été de qualité.